pendant les 2 premières semaines là jusqu'à Vancouver, les gens que je connaissais pas me demandaient où j'allais, je disais je vais dans la prochaine ville, quoi. Parce que finalement c'est se mettre beaucoup de pression que d'annoncer des objectifs très grands, et c'est garder sa liberté que d'annoncer des objectifs plus courts que l'on peut ensuite agrandir. Je préfère bien souvent me lancer dans les projets qui me tiennent à cœur, ce genre de projets, vous savez, qui vous font vibrer, plutôt que de les garder dans un coin de ma tête, dans l'espoir de les réaliser un jour peut-être, et puis ce jour peut-être n'arrive jamais, finalement. Donc des fois il faut se lancer, c'est ce que j'ai fait, et je ne le regrette pas. Parce que je pense que c'est ça, vraiment, qui m'a motivé à partir finalement. Vivre une aventure, voilà. La vie est une aventure, alors vivons-la. Pas loin de chez moi, il y a un magasin de vélo. Un magasin local dans lequel plein d'amoureux de la nature aiment se retrouver. Juste pour regarder les vélos, pour parler de leur dernier voyage. Et dans cette échoppe, il y a un grand cadre dans lequel il est écrit « Move slow, breathe slow, watch slow. Then you will see more, live more and learn more. » En gros, ça veut dire bouger plus lentement, respirer plus lentement, regarder plus lentement. Ainsi, vous verrez plus, vous vivrez plus et vous apprendrez encore plus. Pourquoi je vous raconte ça ? En fait, cette phrase fait beaucoup écho avec l'état d'esprit du French expat du jour, Paul Lefort. Après avoir vécu 4 ans entre la Virginie, le Connecticut et le Québec, c'est en juillet dernier que Paul se mettait en selle, au Québec, et prenait la route plutôt ambitieuse de Vancouver, à l'autre bout du pays, environ 5000 km plus loin. Après quelques semaines à traverser le continent d'est en ouest, c'est finalement, une fois en Colombie-Britannique, qu'il s'élance vers le sud cette fois, en longeant l'océan Pacifique direction San Diego, au sud de la Californie. Outre un exploit sportif, aujourd'hui, Paul nous raconte ses rencontres, parfois insolites, loin de tout préjugé, ses galères, ses surprises, mais aussi et peut-être surtout le voyage intérieur dans lequel il a embarqué 3 mois et demi plus tôt. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Bon, alors là, je suis en train de faire une petite maintenance sur mon vélo. J'ai eu ma première chute hier, sans gravité pour le bonhomme, un petit peu endolori, mais ça va. Mais le vélo a souffert un petit peu. Donc là, va falloir que je règle le dérailleur arrière. Et puis je viens de trouver une solution pour réparer mon porte-bagages arrière aussi, qui s'est cassé en 2 sur tout un côté. Donc ça c'est réparé. Il ne reste plus qu'à régler le dérailleur et puis on pourra repartir juste après ça. Moi, je suis Paul Lefort, j'ai 28 ans. Ça fait 3 mois et demi que je suis sur les routes du Canada et des États-Unis avec mon vélo. Je suis parti de la région de Québec, à l'Île-et-sur-Mer. Puis j'ai traversé le Québec, l'Ontario. Je suis passé par les États-Unis, au Michigan, au Wisconsin, au Minnesota, au North Dakota. Puis je suis retourné au Canada, au Manitoba, à travers les prairies, au Saskatchewan, en Alberta, Colombie-Britannique, dans les Rocheuses canadiennes. Puis ensuite j'ai continué dans l'État de Washington aux États-Unis, à travers l'Oregon, puis la Californie, d'où je vous parle aujourd'hui à Los Angeles. Alors ça c'est ma présentation vraiment du moment, des 3 derniers mois, mais autrement, eh bien, j'ai vécu 3 ans et demi aux États-Unis, quelques mois au Canada. Ça fait donc 4 ans, quasiment jour pour jour, que je vis en Amérique du Nord. C'est quelque chose qui me plaît. Si la traversée du continent, d'est en ouest puis du nord au sud, représente un des plus grands exploits sportifs que Paul ait réalisé, son amour du vélo ne s'est pas réveillé au cours des 6 derniers mois, bien au contraire. En fait, pendant ses études, un ami à lui l'a introduit au vélo
Et en 2016, il réalisait déjà un Tour de France en cyclotourisme. Alors, mon amour pour le vélo, il a commencé en 2014. Je sortais de classe préparatoire, de 2 années assez intenses. J'avais 2 mois de vacances d'été avant de rejoindre Sciences Po. Et j'ai finalement travaillé pendant ces vacances d'été, mais avec toujours du temps libre. Et puis je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit « Écoute, un bon moyen de passer du temps libre, c'est de faire du vélo. » Donc c'est ce que j'ai décidé de faire en achetant un vélo de route. Et puis très vite, ce qui m'a plu dans le vélo de route, eh bien, c'est l'endurance, les longues distances. Et je me suis assez rapidement rendu compte que c'était un moyen de parcourir des longues distances, effectivement, mais surtout de parcourir des paysages. Et puis de ressentir les paysages qu'on parcourt. S'il pleut, on sent la pluie, on sent le vent, on sent les odeurs. On a bien évidemment conscience du dénivelé lorsque l'on pédale. Et tout ça, eh bien, m'a très vite plu. On a à la fois l'impression d'être en communion avec son environnement et aussi d'être très fragile et peut-être aussi fragile que l'environnement qu'on traverse finalement. Et puis l'autre chose qui m'a plu, c'est à quel point le vélo était un vecteur pour faire des rencontres, notamment quand on est en configuration longue distance ou cyclotourisme. Ceci attise la curiosité des gens et on se rend compte très vite qu'on peut faire des connaissances, engager des discussions grâce à ce moyen de déplacement. Et donc j'ai décidé en 2016 de me lancer dans un projet qui était de traverser plusieurs grandes villes de France à vélo pour étudier la mobilité urbaine dans ces villes. Et je me suis rendu dans chacune de ces villes à vélo, en parcourant la France, ses paysages différents, ses accents différents, en me confrontant à des milieux sociaux différents. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu en tête de faire un voyage à vélo plus long, peut-être même à l'étranger, pour me confronter à d'autres milieux sociaux ou culturels. Et donc ceci ne m'a pas quitté, mais il fallait tout de même que je termine mes études, que j'économise assez d'argent pour pouvoir me lancer dans un tel projet. C'est chose qui a été faite en 2022, lorsque j'ai commencé cette traversée du Canada, puis des États-Unis sur la côte Pacifique. Donc ce voyage, Paul, il l'avait en tête depuis au moins 6 ans. Mais entre la théorie et la pratique, il y a quand même un pas. Si beaucoup de gens ont des idées de voyages un peu extraordinaires comme celui-ci, finalement assez peu de gens se lancent dans la traversée d'un continent comme celui-ci. Alors qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce voyage ? Qu'est-ce qui a fait que Paul un matin s'est dit « Ok, c'est parti, je le fais ». Donc ce voyage, je l'avais en tête depuis plusieurs années finalement. Ça fait plusieurs années que je faisais des listes du matériel idéal pour un tel voyage, que je regardais les différents itinéraires que je pouvais prendre, notamment à travers le continent nord-américain. Et ce qui a vraiment été le déclencheur pour moi, eh bien, c'est lorsque un des vélos que j'avais en tête était disponible à l'achat dans un magasin à environ 2 heures de chez moi. J'ai tout de suite reçu une alerte par email, j'ai décidé d'aller le voir, et il m'a plu. Alors c'était pas tellement un achat compulsif, ça fait 2 ans que je surveillais cet achat, mais une fois que le vélo a été acquis, eh bien je me suis rendu compte que finalement il était à peu près inutile de continuer à planifier un voyage et qu'il était temps de passer au concret, c'est-à-dire d'acheter des sacoches, du matériel de camping, d'aller passer quelques jours sur les routes avec mes sacoches et mon matériel de camping, voir si ça me plaisait, et puis si ça me plaisait, eh bien me lancer dans ce grand voyage. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de ma très courte vie. Je préfère bien souvent me lancer dans les projets qui me tiennent à cœur, ce genre de projets, vous savez, qui vous font vibrer, plutôt que de les garder dans un coin de ma tête, dans l'espoir de les réaliser un jour peut-être, et puis ce jour peut-être n'arrive jamais, finalement. Donc des fois il faut se lancer, c'est ce que j'ai fait, et je ne le regrette pas. Paul me confie qu'il est très heureux en Amérique du Nord. Ça fait 4 ans qu'il y vit, un peu plus de 3 ans aux États-Unis, un peu moins d'1 an au Canada. Il a réalisé pas mal de road trips, mais aussi de grandes balades à vélo. Alors finalement, qu'est-ce qu'il cherche à accomplir au cours de cette traversée ? Découvrir de nouveaux paysages ? Faire des rencontres ? Il s'agit, vous l'aurez compris, d'aspects du voyage qui sont très importants pour Paul. Mais vous allez le voir, quand on lui demandait où est-ce qu'il allait,
il n'a pas souvent osé avouer à ses interlocuteurs qu'il était en route pour l'autre bout du pays à vélo. Quand j'ai commencé ce voyage, mon objectif, c'était d'atteindre Vancouver depuis la côte est du Canada, ce qui est déjà un objectif assez ambitieux, voire peut-être même, je dirais, prétentieux pour quelqu'un qui n'avait pas énormément d'expérience. Donc c'est un objectif que je gardais quand même pas mal pour moi, hein. J'ai partagé avec mes proches, suscitant un peu de surprise, mais ils me connaissent un petit peu. Et puis, je vais vous dire franchement, pendant les premières semaines de mon voyage, je ne disais pas aux gens qui me demandaient où j'allais que j'allais à Vancouver. Et qu'il me restait 5000 km de vent de face pour y arriver. Parce qu'ils m'auraient regardé de travers et ils m'auraient pas cru. Puis de toute façon, je ne gérais pas mon voyage en pensant à Vancouver tous les jours, hein. Un voyage comme ça se gère au jour le jour, en termes d'efforts, de ressentis, etc. Et je dirais que mon objectif, après réflexion, c'était de vivre une aventure, hein, de partir vers quelque chose qu'on n'est pas sûr que l'on va réussir, où on va être dans une situation effectivement de fragilité, parfois. On va se mettre en difficulté, mais on va pouvoir dépasser ces difficultés, ou pas, hein, dans certains cas, parce que je pense que c'est ça, vraiment, qui m'a motivé à partir, finalement. Vivre une aventure, voilà. La vie est une aventure, alors vivons-la. Mon objectif, lorsque je suis parti, eh bien, c'était ça, hein, vivre une aventure en faisant de la longue distance à vélo, en parcourant des paysages, avec tout le ressenti qui va avec lorsqu'on est seul sur son vélo au milieu des grandes étendues, faire des rencontres dans cette Amérique que l'on décrit bien souvent comme une Amérique de plus en plus divisée, de plus en plus tendue, et de me concentrer surtout sur l'humain. Je dirais que quand je suis sur mon vélo, votre bulletin de vote ne m'intéresse pas, votre couleur de peau, votre religion ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'échange humain qu'il y a entre nous. Je passe outre toutes ces divisions politiques, et puis on se rend compte que finalement il y a du bon dans l'humain, et ça c'était un de mes objectifs, de profiter vraiment du bon côté de l'humain, et d'arrêter de se concentrer sur les aspects négatifs qu'on évoque à longueur de journée entre nous, dans les médias ou ailleurs. Ah, c'est canon. Est-ce que justement, en fait, c'est pas le slow travel, en fait, cette manière de voyager plus lentement, d'avoir le temps finalement de connecter avec les gens qui donnent en fait ce charme tout particulier à ton voyage ? Effectivement, lorsque l'on voyage à vélo, on prend plus le temps de voir les paysages. On est accessible pour les gens qui nous entourent, donc on peut se faire interpeller, on peut parler directement aux gens. On prend le temps tous les matins de vérifier l'état de son vélo, on prend le temps tous les soirs de monter sa tente, de se faire à manger, de vérifier son pactage, la même chose le matin. Donc oui, peut-être qu'on peut assimiler ça à du slow travel, mais je ne suis pas un grand fan de l'utilisation de ce genre de terme, pour être franc. Mais effectivement, c'est quelque chose que je recherchais, cette manière plus lente de travailler dans un monde où tout va si vite, et tout doit aller vite. Où quand on commande une pizza sur Uber Eats, on commence à s'inquiéter si elle n'est pas là en moins de 42 minutes, ou lorsque l'on fait un paiement sur Internet, on attend sa commande dans moins de 48 heures. Lorsqu'on est sur son vélo et qu'on part du Québec pour aller à Vancouver, on ne s'attend pas à arriver en moins de 50 jours sur la côte Pacifique. Donc voilà, prendre le temps, du temps pour soi, pour vraiment apprécier les paysages, la rencontre, et puis aussi prendre le temps, je pense, de réfléchir finalement, de penser à ce qu'on est, à ce qui nous plaît, ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Et c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, de s'inscrire dans une réflexion sur le temps long, hein, à une époque où il est plus simple et très très facile de s'occuper la tête en permanence. Eh bien, lorsqu'on est à vélo, on passe 5, 6, 7, 8 heures par jour sur son vélo. On a beau regarder les paysages, croyez-moi, on a aussi le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir sur soi, sur sa vie, ça peut être quelque chose d'assez effrayant dans le monde dans lequel on vit, où on est sans cesse dans la course, où on préfère bien souvent s'occuper la tête. Et bien là, on se retrouve un peu face à soi-même, et
On prend le temps de réfléchir. C'est quelque chose d'assez bénéfique, je pense. Donc ça va faire 3 mois et 15 jours. Donc j'ai mis environ une soixantaine de jours pour traverser le Canada, puis ensuite une bonne trentaine de jours pour descendre la côte Pacifique. T'as quoi comme rythme ? Tu fais combien de kilomètres à peu près par jour ? Est-ce que tu t'accordes des pauses aussi dans la semaine ? Des journées, je sais pas si c'est un peu plus light ou une journée de récupération ? Comment ça se passe ? La première chose que j'aimerais dire, c'est que dans le voyage à vélo, c'est pas la distance qui compte. Les voyageurs à vélo ont largement dépassé ce réflexe de se comparer, comme on peut avoir dans ceux qui font de la compétition de route, par exemple. Mais c'est ça qui me plaît, moi. Chacun a vraiment sa manière de rouler, son rythme. Et on peut faire un voyage à vélo en prenant son vélo, roulant 15 km, aller au camping un week-end, explorer un bois et puis revenir. C'est un voyage à vélo et une aventure qui vaut autant le coup d'être vécu que de traverser le Canada, je pense. Simplement, on voit des choses différentes. Je pense que ma moyenne, ça doit être environ 110 km par jour à vélo, avec une journée de repos tous les 5 à 6 jours. Quand je suis parti, mes 2 premières semaines, je faisais plutôt 70 km par jour avec des journées de repos tous les 3 jours. Et vraiment, je me suis rendu compte que les journées de repos ne me faisaient pas tellement de bien. Les muscles avaient besoin d'un flux sanguin continu et quand je faisais pas trop d'exercice une journée, c'était un risque d'avoir des crampes. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans les prairies canadiennes lorsque je suis arrivé à Moose Jaw. C'est près de Regina, donc Manitoba. Et en fait, ça faisait plus de 1000 kilomètres que je me mangeais des prairies canadiennes tous les jours. Donc, c'est simple, hein, tous les jours sont les mêmes, hein. Les paysages sont les mêmes, les routes sont les mêmes, le vent de face fort est le même. Et donc je me suis dit bon écoute, ça fait une bonne semaine que tu es là, c'est ennuyeux. On va faire des plus grandes distances pour pouvoir finalement passer moins de temps dans cette région des prairies qui n'est pas la meilleure partie du voyage. Dans les prairies, voilà, il y a une seule route, c'est la Highway 1. Il y a plein de routes de gravier et quelques routes secondaires, mais tu passes ton temps sur tout le temps la même route. Il y a très peu de cyclistes qui la font, et encore moins qui font la traversée de l'est vers l'ouest, comme je l'ai fait, puisque ça implique d'avoir des vents de face pendant quasiment toute la traversée du Canada. Donc enfin bref, j'étais là dans cette situation vent de face, paysage un peu monotone, et donc j'ai voulu faire des distances plus longues, et pendant 4-5 jours, j'ai fait autour de 200 km par jour, et j'ai fait une journée de repos. Après cette journée de repos, je suis reparti et j'ai eu des crampes affreuses. Donc, au bout de 200 mètres. Donc, je me suis arrêté pendant 3 heures à faire des étirements, etc. Ça n'est pas parti. J'ai voulu pousser. J'ai fait 20 km jusqu'à un tout petit village qui s'appelle Caronport. Et là, j'ai eu une des pires nuits de ma vie. Et finalement, j'ai dû rester 10 jours à Caronport, immobilisé, avant de pouvoir reprendre la route. Et c'est une histoire assez intéressante. Quand je suis arrivé à Caronport, c'était en même temps que un fait divers au Saskatchewan et au Manitoba, qui était qu'en fait il y avait deux mecs qui s'étaient mis à poignarder des gens, et moi j'étais exactement dans la zone où ils étaient, donc je recevais des alertes tous les jours de la police disant ne sortez pas, restez chez vous. Donc bon, ça tombe bien que j'avais des crampes et que je pouvais pas bouger, mais sinon je pense pas que j'aurais repris la route vu qu'ils ont mis plusieurs jours à les retrouver. Voilà pour la petite anecdote. Mais sinon, ces 10 jours à Caronport sont intéressants pour moi sur différents aspects. Non pas parce que j'ai vu des paysages intéressants, hein, je suis resté dans la même ville monotone des prairies, mais plutôt sur l'aspect personnel et puis humain. Sur l'aspect personnel, parce que c'est quand même assez particulier de se retrouver dans une chambre de motel avec des crampes affreuses qui durent des jours et puis avoir l'impression qu'elles vont jamais s'arrêter. Et donc, j'ai parfois eu l'impression que j'allais devoir arrêter mon voyage, finalement. Mais encore une fois, c'est l'expérience, on va dire, qui a été importante, vu que ça m'est déjà arrivé d'avoir des crampes après des gros efforts à vélo, et je savais que généralement, au maximum, après 7 à 10 jours, ça se calmait. Mais après plusieurs jours de crampes, j'ai décidé d'aller au médecin du village, qui était ouvert 2 jours par semaine. Un vrai effort pour moi de marcher avec des crampes jusqu'au médecin du village. J'ai dû faire 400 mètres en une demi-heure. Et puis là, je suis tombé sur Suzanne, le médecin, et en fait, qui m'a dit il n'y a pas de problème, on va pas te laisser tout seul. Donc, elle m'a donné des décontractants musculaires,
Elle a été à la pharmacie pour m'en chercher d'autres, parce qu'il n'y avait pas de pharmacie dans ce petit village. Il fallait faire 30 kilomètres de voiture. Elle a contacté un chiropracteur qui est venu, qui a dit non, on peut rien faire là, parce que si je touche tes jambes, ça va juste déchirer les muscles. C'était une contracture musculaire selon lui. Mais ce chiropracteur connaissait le pasteur de ce petit village. Il lui a parlé de moi. Et alors là, ce pasteur m'a contacté, m'a dit mais si vous voulez, vous pouvez venir rester chez ma femme et moi, plutôt que de rester au motel. Et le pasteur du village pendant 4 jours, vraiment aux petits soins. On cuisinait ensemble, mais des très bons petits plats. On regardait le football américain ensemble, enfin le football canadien. Hein, c'est des règles différentes. Il y a quelques petites différences que j'ai appris à cette occasion. Mais et puis finalement, les crampes sont passées progressivement. Et puis j'ai pu reprendre la route, mais d'une manière assez fébrile quand même. Ma première journée, c'était 60 kilomètres après Clarenporte, avec un vent froid de face, donc qui tapait sur les muscles. Ça m'a redéclenché des crampes avec 30 kilomètres. Je me suis arrêté pendant 1 heure. Là, c'était un peu la panique. Et puis j'ai poussé encore un petit peu jusqu'au prochain village qui s'appelait Chaplin. Et en fait, c'est un village au milieu des prairies où il y a rien du tout. Il y a un terrain de foot et puis peut-être une épicerie, je crois. Et j'arrive dans ce village, il est 4 heures, 5 heures, c'est nuageux, il fait froid, il y a du vent. Je suis dans ma tenue d'hiver. C'est vraiment le paysage de western, si vous voulez, avec les bottes de foin les meules de foin qui roulent au milieu de la rue là. J'arrive, je vois une dame qui sort de l'épicerie qui venait de fermer. Et je lui demande, vous connaissez pas quelqu'un qui héberge des gens ici ou un camping ou quoi? Et elle me répond, et c'est à peu près la seule fois où j'ai eu une réponse de cette manière pendant tout mon voyage, mais elle me dit ah non, et puis ici on n'aime pas les étrangers, vous devriez partir. Oh la vache. Donc assez refroidi, sachant que moi j'avais vraiment une condition physique très limitée, j'étais crevé, je pouvais pas repartir. La prochaine ville, elle était à 40 kilomètres, il allait faire nuit. Donc j'ai été sur le terrain de foot, terrain de soccer, et j'ai frappé à la porte de quelqu'un qui habitait là. Je lui ai dit est-ce que c'est possible de camper sur le terrain de foot qui faisait aussi terrain de camping, mais qui ressemblait plus à un terrain de foot qu'à un terrain de camping. Il y avait rien du tout. Il me dit ouais, il y a pas de problème. Et puis si quelqu'un te pose une question, tu dis que Jack t'a autorisé. Donc ça m'a fait un peu de bien après la première rencontre d'avoir quelqu'un d'un peu plus friendly. Tu m'étonnes. Et donc après ça, j'ai repris la route le lendemain, un bon chocolat chaud réchauffé dans mon réchaud, et j'ai fait attention à mon rythme, j'ai été doucement et progressivement ça a été mieux comme ça jusqu'à l'Alberta, et j'ai pu retrouver des bonnes jambes pour les Rocheuses. Paul nous parle de ces rencontres, des rencontres de personnes venant d'absolument tous les horizons entre le Canada et les États-Unis. Alors y a-t-il d'autres rencontres qui l'ont particulièrement marqué ? J'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête, mais je me suis fait inviter une fois à aller à la messe chez des gens qui m'ont invité chez eux un samedi soir, et puis le matin ils étaient tous habillés en tenue traditionnelle pour aller à la messe. Bon, finalement j'y ai pas été, je devais rouler, mais ce qui m'a marqué c'est qu'ils savaient très bien que j'étais pas quelqu'un de religieux, et que ils allaient pas me convertir en m'invitant à la messe, mais ils avaient cette volonté de partager finalement, et je partage mon expérience avec eux et ce qui me motive dans le vélo, et puis eux, ils avaient sûrement cette volonté de partager aussi ce qui les intéressait. J'ai rencontré plusieurs cyclistes sur la côte Pacifique. J'en ai pas rencontré beaucoup au Canada, mais ce sont des très belles rencontres aussi quand on peut rouler plusieurs jours avec d'autres cyclistes. Ça fait du bien. Quand on campe ensemble aussi, on se sent plus en sécurité. Et puis, il faut dire aussi que quand on est en voyage à vélo, on est plus disposé finalement à prendre le temps de faire des rencontres et puis d'échanger. Et c'est assez marrant, des fois on se retrouve avec d'autres cyclistes après 5-6 heures de vélo à rouler ensemble, bah forcément les sujets de conversation s'épuisent, et puis on se rend compte que en pédalant comme ça, on prend aussi le temps de réfléchir sur soi, sur sa vie, et puis on fait tous à peu près le même constat, et c'est quelque chose qu'on a très peu l'occasion de faire dans le reste de nos vies finalement. Quand on travaille, on est dans l'action au travail, on rentre généralement, ça va être série Netflix ou bien télévision, on va être là dans la consommation d'informations ou de fiction, et le temps qu'on peut prendre pour soi, penser,
eh bien finalement il existe peu, et voire même il est un peu effrayant de se dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie. C'est plus simple des fois de se lancer dans la routine. Donc le faire du vélo, c'est aussi prendre le temps de réfléchir. Et je me suis rendu compte avec d'autres cyclistes des fois que bah, c'est la même chose pour eux. Et puis on a eu des fois des conversations assez marrantes, des questions qui sortent de nulle part. Mais je me rappelle une fois, je roulais avec Sam, donc un cycliste américain. On a roulé deux jours ensemble. Il était beaucoup plus fort que moi, donc vraiment j'ai dû le lâcher. Mais il m'a posé cette question. Il m'a dit, Paul, en ce moment dans ta vie, est-ce que tu as l'impression que tu passes plus de temps dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Et ça sortait de nulle part, si tu veux. On était en train de faire une côte, et puis il me pose cette question. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Dans n'importe quel autre contexte, quelqu'un que je connais à peine qui pose cette question, je le regarderais de travers. Mais c'est une question qui devait être en train de se poser, et puis que je me suis posé aussi. Donc c'est assez intéressant de réfléchir à ce genre de choses. Tu nous parlais tout à l'heure de tes galères initialement pour trouver où est-ce que tu allais dormir. Comment est-ce que tu fais tous les jours? Est-ce que, je sais pas, tu fais du couchsurfing? Est-ce que tu essayes pour pouvoir rencontrer, en fait, justement, voilà, faire ces rencontres? Est-ce que tu essayes de trouver des moyens pour rencontrer des locaux? Ou est-ce que tu fais un peu d'hôtel, que c'est un mélange de tout? J'aime bien faire un mélange de tout. Il faut savoir que moi, quand je suis parti dans ce voyage, j'étais pas du tout un campeur à la base. Donc j'ai passé quelques nuits avant de partir en tente pour vraiment tester mon matériel, m'habituer à monter la tente comme il faut, faire à manger avec le réchaud, etc. Mais c'était pas du tout quelque chose que j'étais habitué à faire. Je partais en sachant que je n'allais pas camper tous les soirs. Il me fallait ce petit confort finalement de pouvoir dormir dans un lit quelquefois. Et donc je partais en ayant planifié des nuits dans des campings, des nuits dans des hôtels. Effectivement, tu as mentionné le couchsurfing. J'ai jamais fait de couchsurfing, mais il y a quelque chose de similaire pour les cyclistes qui s'appelle Warm Shower et qui est un réseau en fait où les cyclistes hébergent d'autres cyclistes. Et ça marche très très bien. On fait des rencontres exceptionnelles de cette manière, et c'est une très bonne manière de rencontrer des locaux. Et puis il y a aussi les locaux que je rencontre à la station-service ou ailleurs. Et puis généralement, quand on commence une conversation, il y a toujours cette question de "Et vous allez dormir où ce soir?" à laquelle je réponds parfois par j'ai pas encore prévu quelque chose, vous connaissez quelque chose? Et des fois on m'invite à manger, à dîner, voire même les gens partagent soit le canapé dans le salon, soit même une chambre d'amis. Un mélange de tout, c'est plutôt pas mal aussi. Mais alors, est-ce que Paul a découvert des logements insolites le long de sa route? Oui, il m'est arrivé de dormir dans plusieurs logements insolites pendant ce voyage. J'en ai trois en tête. Le premier, c'est lorsque j'étais en Ontario, des gens m'ont hébergé dans leur caravane. Ils avaient leur caravane juste devant chez eux, dans la rue. Ils ont préparé la caravane pour moi. Le frigo était plein de nourriture et de boissons, et le lit était prêt. Waouh. Voilà, tu peux passer la nuit là. Donc c'était vraiment royal. C'est la première fois de ma vie que je dormais dans une caravane. Il m'est arrivé de dormir une fois dans une église, dans les locaux d'une église, pas dans l'église même où les gens se réunissent pour la messe, mais dans une salle attenante. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez particulier. Ouais, j'imagine. L'église construite, je pense, au début du XXe siècle, donc c'était en bois, c'était pas trop mal isolé, ça allait. Il m'est arrivé de dormir dans une tiny house, donc c'est toute petite maison que certaines personnes ont dans leur jardin. L'endroit le plus insolite où j'ai dormi, je pense que c'était à Lake Louise. C'était dans les Rocheuses canadiennes. Après être parti de Banff, je m'aventure donc dans les vallées jusqu'à Lake Louise, et je savais que cette journée allait être compliquée parce que les températures étaient comprises entre moins 1 degré et 2 degrés Celsius, et qu'il y allait y avoir potentiellement de la neige et de la pluie et du verglas. Allez, trio gagnant. Trio gagnant, exactement. Je suis parti en sachant que ça allait ça allait potentiellement être compliqué. Et j'avais d'ailleurs plusieurs options possibles selon comment la météo évoluait. Si c'était trop verglacé, ça aurait pas été possible de continuer, par exemple. Donc je pars. Première averse. Je savais qu'elle allait venir. Je suis pas impressionné. Mais je m'arrête dans un bois, dans une forêt,
sous un arbre parce qu'il y avait que ça comme abri pendant, sans rire, quasiment 1 heure, le temps qu'elle passe. Donc forcément, je prends du retard et je reprends ma route et une demi-heure après, je passe une vallée et là, je me retrouve dans une autre condition climatique où il neigeait. Donc, il neigeait très fort. Donc, je voyais à 200 mètres d'altitude au-dessus de moi, les cols étaient vraiment enneigés, tout blanc. Et sur la route, ça tombait, mais la neige ne tenait pas trop. C'était de la neige fondue. Et là, je savais que c'était un peu quitte ou double. Soit je rebroussais chemin dans l'autre vallée, soit je continuais jusqu'au campement. Et je savais que les radars météo indiquaient que la neige allait passer d'ici 2 heures, quoi. Donc, j'ai décidé de continuer la route. Mais là, il faisait froid, c'était pas marrant. J'ai mis un change, mais du coup, tous mes changes étaient trempés. Et finalement, j'arrive à 10 km de Lake Louise, je fais une pause. Et là, je vois 2 cyclistes arriver qui venaient du Pays de Galles, un couple. Et ça a changé ma journée. Ça m'a fait tellement de bien de voir que j'étais pas le seul taré à rouler et qu'en plus, ils allaient camper au même endroit que moi. Donc, on a été camper ensemble au camping de Lake Louise, qui a la particularité d'être entouré de barrières électriques et de barbelés. Donc, quand on rentre, il faut passer plusieurs systèmes de sas avec des barrières électriques parce que ils ont en fait eu des problèmes avec des grizzlies et des ours noirs. Donc, il faut cette barrière électrique. Donc, ambiance. C'est vraiment une ambiance particulière. T'arrives, il fait 0 degré. Tu viens de te prendre de la neige pendant environ 2 heures. Et puis tu dors entouré de barbelés électriques. Mais vraiment, ce qui a changé là, c'est cette rencontre que j'ai fait. Et puis on a campé ensemble, on a fait un feu salvateur. En plus, il y avait des douches chaudes au camping. Et finalement, la nuit s'est bien passée parce que j'avais l'équipement qu'il fallait. Mais c'était un endroit plutôt insolite. Ah ouais, tu m'étonnes, tu t'en souviendras. Alors, tu parles justement de cette neige, etc. Est-ce que dans ta préparation, est-ce que tu as ciblé une saison en particulier? Parce que finalement, tu traverses plein de climats en traversant le continent d'est en ouest, puis du nord au sud. Ou est-ce que finalement, peu importe la saison, il fallait y aller? Non, j'ai vraiment ciblé les saisons de manière à être dans une condition optimale en termes de température et de météo le plus longtemps possible. Ça impliquait un petit risque, c'est-à-dire que en partant en juillet de l'est du Canada, il fallait pas prendre trop de retard pour ne pas arriver dans les Rocheuses après le 1er octobre, qui est en fait la date à partir de laquelle ils peuvent avoir d'énormes chutes de neige et où c'est obligatoire d'avoir par exemple des chaînes sur les pneus de sa voiture. En faisant comme ça, finalement, j'ai eu une météo assez bonne pendant la traversée du Québec et de l'Ontario, qui s'est ensuite rafraîchie un petit peu dans les prairies, mais pas trop. Il faut avouer que j'ai eu de la chance aussi sur la météo. J'ai pas eu énormément de pluie. C'est le facteur chance qui a aidé. La traversée des Rocheuses s'est faite avant le 1er octobre, mais je crois que j'étais autour du 15 septembre, je terminais les Rocheuses, j'étais encore dans les Rocheuses autour du 15. J'avais de toute façon de l'équipement d'hiver, donc je savais que s'il y avait de la neige, du verglas en septembre dans les Rocheuses, généralement ça allait pas durer pendant 10 jours. Donc j'allais peut-être être immobilisé quelques jours, mais c'est pas grave. Les Canadiens sont très bons pour entretenir les routes et j'ai du matériel pour rouler dans le froid. J'avais l'habitude de rouler l'hiver au Connecticut, donc il fait moins 5 degrés Celsius quand tu es dans les collines. Donc c'est quelque chose qui me dérange pas trop. Et puis l'avantage d'être dans les Rocheuses canadiennes, c'est que les gens ne le savent pas trop, mais tu as plusieurs microclimats à l'intérieur des Rocheuses, notamment des zones désertiques, le désert de l'Okanagan. T'as beau être en septembre ou en octobre, il va faire 30 degrés, 35 degrés même, j'ai eu des jours, et ça tape comme si t'étais pas dans le désert du Sahara, mais comme si t'étais quasiment dans la Death Valley en avril ou en mai, quoi. Donc ça, c'était assez agréable finalement de se retrouver dans des zones assez chaudes à une époque où potentiellement il aurait pu faire froid si j'avais pris un autre itinéraire. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que tu es aujourd'hui? On le disait, tu en es à 3 mois et demi de traversée. Tu as fait des rencontres, mais au quotidien, au jour le jour, tu es tout seul aussi. Enfin, je sais pas comment est-ce que tu vis cette solitude que tu as l'air d'à la fois embrasser, mais aussi d'accueillir les rencontres de manière
très, très volontaire, très, très enthousiaste. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es aujourd'hui ? On est à quoi ? À 2 jours peut-être, 3 jours de la fin. Raconte-moi un peu comment tu te sens. C'est intéressant de mentionner la notion de solitude quand on voyage à vélo, parce qu'on en a parlé avec plusieurs cyclistes que j'ai rencontrés sur la route, notamment certains avec qui j'ai passé 2 jours à Los Angeles juste avant là, qu'on prenne le temps de faire l'interview. Mais finalement, aucun cycliste ne se sent seul sur son vélo quand on pédale. Et quand on est au milieu de nulle part, que ce soit dans le Big Sur en Californie du Nord ou dans les prairies canadiennes, il n'y a pas ce sentiment de solitude qu'on peut avoir quand on est par exemple dans une ville et puis que là on a vraiment l'impression de pas du tout être à sa place et vraiment d'être isolé. Comment je me sens actuellement ? Eh bien, je suis très reconnaissant d'avoir eu cette opportunité. Je reconnais que c'est pas quelque chose de normal, enfin, que beaucoup de gens auraient eu l'occasion ou l'opportunité de faire. Donc j'en suis très content. Je suis aussi content d'avoir pu m'enrichir sur le plan humain des rencontres, mais aussi sur le plan personnel. Quand on fait du vélo comme ça, on a le temps de réfléchir à ce qu'on veut dans la vie, à ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on n'est pas prêt à accepter, comment on se définit en termes de personnalité, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment des choses positives que je tire du voyage, en plus de l'entraînement physique et puis des paysages et du voyage. Mais il y a aussi une chose dont je suis conscient, c'est que quand on a passé 3 mois et demi à vélo, living the dream, comme disent les Américains, du moins à faire quelque chose qui nous plaît, hein, pas forcément le rêve de tout le monde, il y a une transition à préparer à un retour dans une vie un peu plus sédentaire, un peu plus classique. Et c'est aussi important, cette transition en dehors du voyage, que la préparation pour rentrer dans le voyage, je pense. Donc, c'est ce vers quoi je me dirige actuellement. Et donc, on va voir comment ça va se passer, mais je suis plutôt optimiste pour la suite. Est-ce que tu referais tout pareil ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais différemment ? Je pense que je dirais que si j'avais à repartir en voyage, je partirais avec le même état d'esprit, qui est celui de profiter, prendre le temps. Effectivement, il y a peut-être des choses que je ferais différemment sur la manière de gérer son matériel, enfin le matériel que j'utilisais, peut-être des choses que je changerais, un petit peu de choses que je changerais sur la manière de gérer la logistique. Mais oui, si c'était à refaire, je referais la même chose sans trop me poser de questions. C'est plus un état d'esprit à conserver, je pense, que des choix ou une organisation que je reproduirais. Et oui, on parle d'aventure, on parle à un expatrié, mais comment est-ce qu'on prépare le retour ? Pas forcément le retour en France, mais le retour à la vraie vie ? Alors à l'issue de ce voyage, donc quand j'arriverai à San Diego, là, dans quelques jours maintenant, j'ai prévu effectivement de retourner au Canada, à Ottawa, dans une entreprise du secteur de l'aérospatial où finalement je connais l'équipe avec laquelle je travaillerai, donc c'est pour ça que je suis assez confiant et excité de reprendre ce poste. Mais pas de retour en France prévu pour l'instant. Je dois dire que je suis pas très original dans ce domaine-là, comme beaucoup de Français qui s'expatrient. J'ai pris le goût de l'expatriation et je me plais beaucoup en Amérique du Nord. Donc mon idée est plutôt d'y rester pour l'instant. Non, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, je sais pas, c'est difficile à dire, mais j'aimerais bien pouvoir garder cet état d'esprit positif et combatif que j'ai développé pendant mon voyage à vélo. Alors, je précise pour nos auditeurs et auditrices qu'effectivement le son est un petit peu différent de d'habitude. Là, je crois que j'entends derrière un wind chime, non ? C'est pas ça, c'est ouais. un truc, voilà, pour... je sais pas comment on appelle ça en français, un truc qui fait ding, ding, ding avec le vent. Tu es... bien sûr, tu dois voyager léger, aussi léger que possible, donc tu ne t'encombres pas d'un ordinateur, ce qu'on comprend tout à fait. On est donc sur ton téléphone, et puis voilà, t'es en voyage, donc t'as pas non plus la connectivité qu'on aurait chez soi, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, ceci explique cela. Désolé pour la qualité du son, mais en tout cas, merci beaucoup Anne-Fleur pour ton temps et puis pour cet entretien très intéressant. Merci à toi.
Je te souhaite du coup une excellente arrivée à San Diego. Tu nous raconteras si tu vas faire une petite escapade du côté du Mexique. Et puis bravo pour ce périple super impressionnant et intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci, mais aussi un grand bravo à Paul Lefort, au nom de toute la communauté de French Expat, pour cet exploit sportif et humain qu'il a réalisé. J'espère que cet épisode et cette bouffée d'air frais vous aura fait autant de bien qu'à moi, et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, vous connaissez la rengaine par cœur, mais c'est tout autant important chaque semaine. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à en parler dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, comme vous le souhaitez, et à nous donner des petites étoiles, à déposer quelques avis sur vos plateformes d'écoute préférées. Tradition oblige, je vous propose que nous écoutions tout de suite un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine. Le dimanche, quand je reviens, parce que ça a été à 1h30 en bus de Québec, je reviens pour prendre mon bus. Et là, j'ai un message des colocs qui me disent « Écoute Mel, on a réfléchi, que ça soit pour ton volontariat avec les chiens ou le fait que tu travailles, ça va pas être possible pour nous parce que tu risques de nous ramener le coronavirus à la maison. Donc en fait, on veut pas que tu reviennes à l'appartement. » Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.